Imaginez debout au bord d'une vaste forêt sombre. Le chemin à venir n'est pas clair, enveloppé de brume. Et chaque pas en avant vous remplit à la fois de curiosité et d'hésitation. Vous recherchez quelque chose, ce qui est important, quelque chose de vital, mais vous ne pouvez pas tout à fait le mettre en mots. Tout ce que vous savez, c'est que quelque chose se sent éteint. Un sentiment profond et inébranlable de vide s'attarde en vous comme un poids invisible appuyant sur votre âme. Peut-être que vous avez déjà ressenti cela, un sentiment vague, mais persistant, que vous êtes déconnecté, perdu dans la vie même que vous vivez. Vous passez par les mouvements, suivant le chemin défini devant vous. Mais quelque chose à l'intérieur murmure, ce n'est pas ça. Quelque chose manque. Carl Jung, l'un des esprits les plus influents de la psychologie, a compris ce sentiment mieux que la plupart. Il a passé sa vie à explorer les profondeurs cachées de la psyché humaine, découvrant les forces qui façonnent qui nous sommes et pourquoi nous ressentons comme nous le faisons. Selon Jung, ce vide intérieur n'est pas un défaut. Ce n'est pas un signe que vous êtes cassé ou que quelque chose ne va pas avec vous. Au lieu de cela, c'est une invitation, un appel urgent à se lancer dans le voyage le plus important de tout, le voyage vers le vrai moi. Dans cette exploration, nous découvrirons le vrai sens derrière le vide intérieur. Nous expliquerons pourquoi tant d'entre nous se sentent perdus et déconnectés de nous-mêmes, et comment les idées révolutionnaires de Jung fournissent la clé pour comprendre et surmonter ce vide existentiel. La dernière révélation, la plus puissante de toutes, peut changer votre façon de vous voir et le monde pour toujours. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir quelle part de votre vie a été façonnée par les autres, vos croyances, vos objectifs, même votre sentiment d'identité. Quelle est la quantité vraiment du vôtre? À quelle fréquence vous demandez-vous si la personne que vous présentez au monde est votre moi authentique, ou simplement un rôle que vous avez appris à jouer? Jung pensait que l'une des principales sources de ce vide interne est la déconnexion entre qui nous sommes vraiment et qui nous pensons être censés être. Les attentes de la société, de la culture et de la famille nous façonnent tous, dès notre plus jeune âge, nous conditionnant pour nous adapter à des rôles prédéfinis. Nous apprenons ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Nous sommes loués pour certains comportements et découragés des autres. Au fil du temps, nous construisons une identité basée non pas sur notre véritable essence, mais sur la validation externe. Jung a appelé cette identité orientée vers l'extérieur le personnage. C'est le masque que nous portons en public, la version de nous-mêmes soigneusement conçue pour obtenir l'approbation et éviter le rejet. Mais voici le problème, plus nous investissons dans ce masque, plus nous dérivons de notre moi authentique. Et lorsque l'écart entre le masque et le véritable taux grandit trop large, nous le ressentons, un vide, une agitation, un sentiment que quelque chose d'essentiel a été perdu. Mais qu'avons-nous perdu exactement? La réponse réside dans ce que Jung a appelé l'ombre-soi. Notre ombre est la collection de tout ce que nous avons rejeté, supprimé ou nié à propos de nous-mêmes. Les émotions qui nous ont été racontées étaient inacceptables. Les désirs que nous avons enterrés par peur ou honte, les aspects de notre personnalité qui ne correspondaient pas au moule qui nous a été donné. Mais voici la partie cruciale, ces aspects cachés de nous-mêmes ne disparaissent pas. Ils s'attardent sous la surface, façonnant nos pensées, nos comportements et nos choix d'une manière que nous ne réalisons même pas. Plus la déconnexion est grande entre notre moi conscient et notre ombre, plus le sentiment de vide est fort. Nous essayons de combler ce vide de distraction, de travail, de relations, de réalisation, de divertissement, mais rien ne semble vraiment nous satisfaire. Peu importe combien nous réalisons, combien nous acquérons ou combien nous nous occupons. Le vide demeure, mais que se passe-t-il si le vide n'est pas une malédiction? Et si ce n'est pas quelque chose à échapper, mais quelque chose à embrasser? Jung croyait que ce vide est en fait une passerelle, un signal qu'il est temps de se tourner vers l'intérieur pour faire face à ce que nous évitons et d'intégrer les parties perdues de nous-mêmes. Il a appelé ce processus d'individuation le chemin de devenir entier. Et c'est là que le voyage commence vraiment, parce que la vraie découverte de soi ne consiste pas à créer une nouvelle identité ou à vous réinventer. Il s'agit de découvrir ce qui a toujours été là, caché sous des couches de conditionnement et de peur. Alors, comment commençons-nous ce processus? La première étape est la sensibilisation, appuyez pour voir au-delà du masque. Demandez-vous quelle partie de vous-même avez-vous supprimée pour vous intégrer? Quelles émotions avez-vous niées parce qu'elles vous ont mis mal à l'aise? Quel désir avez-vous enterré parce qu'il semble trop non conventionnel, trop risqué, trop inacceptable? Jung a dit un jour, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Cela signifie regarder les endroits que nous avons eu peur d'explorer,
non pas avec jugement, mais avec curiosité, les parties de nous que nous avons qualifiées de faiblesse, de défaut, ou même de péché, que si elles détiennent la clé pour nous comprendre plus profondément, faire face à l'ombre n'est pas facile. Cela nécessite du courage. Cela nécessite une volonté de remettre en question tout ce que nous pensions que nous savions sur nous-mêmes. Mais ce n'est qu'en intégrant ces aspects cachés que nous pouvons commencer à combler le vide, non pas avec des distractions externes, mais avec notre propre vérité. Et voici quelque chose de plus profond. Le vide n'est pas vide, il est plein de potentiel inexploité. Et si le vide que vous ressentez n'est pas un manque, mais une ouverture, un espace attendant d'être rempli, pas d'illusion, mais avec l'essence de qui vous êtes vraiment. Dans la partie suivante, nous explorerons l'incroyable pouvoir de l'inconscient et pourquoi la clé de la transformation ne réside pas dans l'échappement du vide, mais en l'embrassant pleinement. Pensez à un rêve que vous aviez autrefois, celui qui semblait si vivant, si réel, que pendant un moment, vous étiez convaincu que c'était la vérité. Et puis vous vous êtes réveillé, les images se sont dissoutes, les sensations se sont estompées, et la réalité s'installe. Mais que se passe-t-il si je vous disais une grande partie de ce que nous croyons être réel, notre identité, nos désirs, même nos peurs, est juste un autre rêve, un rêve en forme non pas par notre vrai moi, mais par les forces inconscientes qui nous ont influencés de l'ombre. Carl Jung croyait que pour vraiment nous retrouver, nous devons d'abord comprendre les forces cachées qui façonnent nos pensées, nos émotions et nos décisions. Il a fait valoir que l'inconscient n'est pas seulement un lieu de stockage pour les souvenirs oubliés, c'est une force vivante et respiratoire qui façonne notre réalité d'une manière que nous comprenons à peine. Et jusqu'à ce que nous en prenions conscience, nous ne contrôlons pas vraiment notre propre vie. Et des décisions, il a fait valoir que l'inconscient n'est pas seulement un lieu de stockage pour les souvenirs oubliés, c'est une force vivante et respiratoire qui façonne notre réalité d'une manière que nous comprenons à peine. Jusqu'à ce que nous en prenions conscience, nous ne contrôlons pas vraiment notre propre vie. Alors, qu'est-ce que l'inconscient? Et comment crée-t-il le sentiment d'être perdu? Imaginez un iceberg flottant dans l'océan. La partie au-dessus de l'eau, la partie que nous pouvons voir, représente notre esprit conscient. C'est la partie de nous qui pense logiquement, prend des décisions et interagit avec le monde. Mais sous la surface, cachée à la vue, se trouve une structure massive. C'est le royaume inconscient, vaste et puissant, où nos peurs les plus profondes, nos émotions non transformées, nos souvenirs oubliés et nos désirs supprimés résident. Jung a divisé l'inconscient en deux parties, l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. L'inconscient personnel est unique à chacun de nous. Il est façonné par nos expériences personnelles, nos souvenirs que nous avons enterrés, les émotions que nous avons ignorées et les traumatismes que nous n'avons pas entièrement traités. Chaque fois que nous supprimons une vérité douloureuse, chaque fois que nous refusons une partie de nous-mêmes, elle ne disparaît pas. Il s'enfonce dans les profondeurs de l'inconscient personnel, où il continue de nous influencer de manière subtile et souvent destructrice. Ensuite, il y a l'inconscient collectif, un concept qui distingue Jung de nombreux autres psychologues. Il a proposé qu'au-delà de nos expériences individuelles, il existe un niveau de conscience partagé plus profond. Il est composé de symboles et de modèles universels hérités des générations qui nous ont précédés. Ces symboles, ce que Jung a appelé les archétypes, façonnent notre instinct, nos croyances et même notre sens de l'identité. Les archétypes apparaissent dans les mythes, les religions et les histoires dans toutes les cultures, apparaissant sous différentes formes, mais portant le même sens fondamental, le vieil homme sage, le héros dans un voyage, la figure mère, le filou, l'ombre. Ce ne sont pas seulement des personnages des histoires, ce sont des parties de nous. Ils vivent dans notre inconscient, influençant la façon dont nous voyons le monde et nous-mêmes. Et c'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes. Parce que lorsque nous nous sentons perdus, lorsque nous nous sentons déconnectés de qui nous sommes, c'est souvent parce que nous sommes piégés dans un récit inconscient qui n'est pas le nôtre. Pensez aux attentes qui vous sont imposées depuis l'enfance, les messages que vous avez reçus sur ce que cela signifie de réussir, d'être digne, d'être une bonne personne. Ces messages ne sont pas venus de nulle part. Ils ont été transmis, façonnés par la culture, la famille et l'inconscient collectif. On vous a remis un script, un rôle à jouer dans une histoire déjà écrite, avant même que vous ayez son mot à dire. Mais que se passe-t-il si cette histoire ne correspond pas? Et si le rôle que vous jouez n'est pas celui pour lequel vous étiez destiné? C'est pourquoi tant de gens ressentent un vide existentiel. Ils essaient de vivre selon un script qui ne s'aligne pas avec leur vraie nature. Ils poursuivent les réalisations, les relations, le succès matériel, croyant que ces choses apporteront l'accomplissement, seulement pour constater que quelque chose semble encore incomplet. Parce qu'au fond, leur âme connaît la vérité, ils vivent le rêve de quelqu'un d'autre.
Jung croyait que la clé pour échapper à ce cycle est de se réveiller, de prendre conscience des forces inconscientes qui façonnent nos vies. Il a appelé ce processus d'individuation le voyage d'intégration des parties cachées de nous-mêmes, de se libérer des récits hérités et de pénétrer dans notre identité authentique. Et voici la vérité difficile, l'individuation nécessite une confrontation. Le cycle est de se réveiller pour prendre conscience des forces inconscientes qui façonnent nos vies. Il a appelé ce processus d'individuation le voyage d'intégration des parties cachées de nous-mêmes, se libérant des récits héréditaires et entrant dans notre identité authentique. Et voici la vérité difficile, l'individuation nécessite une confrontation. Cela signifie faire face aux parties de nous-mêmes que nous avons évitées, les blessures que nous n'avons pas guéries, les désirs que nous avons niés, les craintes que nous avons réprimées. Jung a dit une fois, jusqu'à ce que vous fassiez l'inconscient conscient, cela dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Pensez-y un instant. Combien de vos difficultés, vos modèles répétés, vos frustrations les plus profondes, combien d'entre elles se sentent comme le destin, comme des choses qui vous arrivent, peu importe ce que vous faites, et s'ils ne sont pas du tout le destin, mais l'inconscient jouant des conflits non résolus sous la surface? C'est pourquoi le sentiment d'être perdu ne concerne pas seulement le manque de direction. Il s'agit d'être hors d'alignement avec votre vrai moi, le moi qui existe au-delà des rôles, au-delà du conditionnement, au-delà de la programmation inconsciente, le soi qui a été enterré, attendant d'être redécouvert. Mais comment commençons-nous? Comment commencer à décoller les couches et à renouer avec ce qui a été perdu? La première étape consiste à observer, à prendre du recul et à remettre en question les croyances que vous avez acceptées sans s'en rendre compte. Pour vous demander quelle partie de moi se sent inauthentique, que dois-je faire parce que je veux vraiment? Et que dois-je faire parce que je pense que je devrais? Quelles émotions dois-je éviter? Quelle vérité sur moi-même est-ce que je résiste? Les réponses peuvent ne pas venir immédiatement. L'inconscient ne se révèle pas en même temps. Il parle dans des symboles, des rêves et des motifs. Mais si vous commencez à faire attention, si vous commencez à vous interroger au lieu d'accepter, vous commencerez à voir les forces cachées en jeu. Et voici quelque chose de plus profond. L'inconscient n'est pas seulement une source de peur cachée et de blessures supprimées, c'est aussi une source de sagesse profonde. Il contient la clé de votre créativité, votre intuition, votre véritable potentiel. C'est pourquoi le vide n'est pas seulement une absence, c'est une opportunité. Si vous vous sentez perdu, si vous vous sentez déconnecté, cela peut ne pas signifier que vous êtes sur le mauvais chemin. Cela peut signifier que vous vous tenez au seuil de transformation. Mais la transformation ne se produit pas par hasard. Cela nécessite une décision consciente, une volonté de faire face à l'inconnu. Dans la partie suivante, nous explorerons comment la confrontation de l'ombre peut conduire aux percées les plus profondes, et pourquoi ce que vous craignez le plus peut tenir la clé de votre libération. Imaginez vous promener dans un couloir faiblement éclairé bordé de miroirs, mais au lieu de refléter une image familière, chaque miroir révèle quelque chose de différent, des fragments de vous-même que vous avez longtemps oubliés ou choisis pour ignorer. Certaines de ces réflexions sont troublantes, montrant des émotions que vous avez supprimées, des désirs que vous avez niés ou des craintes que vous avez enterrées. D'autres sont étonnamment puissants, révélateurs les forces et les potentiels que vous n'avez jamais pleinement adoptés. Ce couloir est votre inconscient, et à la fin, attendant dans l'ombre, est quelque chose de plus profond, la partie de vous-même que vous craignez le plus. Carl Jung a appelé cela le soi de l'ombre. C'est la collection de toutes les parties de vous qui ont été réprimées, cachées parce qu'elles ont été jugées inacceptables par la société, par la famille, par vos propres limitations auto-imposées. Il est composé des pensées que vous ne voulez pas reconnaître, des impulsions que vous souhaitez que vous n'ayez pas, les aspects de votre nature que vous avez essayé de faire taire. Mais voici le paradoxe, plus nous supprimons l'ombre, plus son influence est forte. Plus nous le nions, plus il nous contrôle sous la surface. Si nous refusons de y faire face consciemment, il se manifeste d'une manière que nous ne comprenons pas: l'autosabotage, les modèles destructeurs, les peurs inexpliquées et le sentiment profond d'être perdu. Jung croyait que la véritable découverte de soi nécessite non seulement d'embrasser la lumière, mais aussi de confronter l'obscurité à l'intérieur. Parce que l'ombre n'est pas seulement un conteneur pour nos pires traits, c'est aussi le gardien d'un immense potentiel. À l'intérieur se trouve la créativité cachée, l'énergie inexploitée et la puissance brute nécessaire à la transformation. Alors, comment affronterons-nous l'ombre? Premièrement, nous devons comprendre comment cela apparaît dans nos vies. L'ombre ne se présente pas ouvertement, il se révèle par projection. Lorsque nous voyons chez les autres les qualités mêmes que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes, pensez aux personnes qui vous déclenchent le plus, celles qui vous frustrent,
vous mettent en colère ou vous mettent mal à l'aise. Demandez-vous, qu'est-ce qui me dérange tellement? Souvent, la réponse ne réside pas en vous mais en vous. Les traits que nous jugeons le plus durement chez les autres sont souvent des reflets de parties de nous-mêmes que nous n'avons pas pleinement acceptées. L'arrogance que nous méprisons chez quelqu'un d'autre peut être le reflet de notre propre confiance réprimée. L'égoïsme que nous condamnons peut souligner la façon dont nous avons ignoré nos propres besoins. Les comportements que nous trouvons intolérables chez les autres peuvent être des aspects de nous-mêmes que nous avons poussés jusqu'à présent dans l'inconscient, que nous ne les reconnaissons plus comme les nôtres. C'est la première étape, remarquer les modèles de projection, voir où l'ombre est à l'œuvre dans nos interactions quotidiennes. Ce n'est pas facile, notre ego le résiste. Il ne veut pas admettre que ce que nous jugeons chez les autres est souvent ce que nous n'avons pas dû faire face en nous-mêmes. Mais la conscience est le début de la transformation. Une fois que nous avons reconnu l'ombre, l'étape suivante consiste à l'intégrer. Cela ne signifie pas agir tous les désirs ou céder à chaque impulsion. Cela signifie reconnaître ces aspects cachés avec honnêteté et sans honte. Jung a appelé ce processus d'ombre. C'est l'effort conscient pour mettre l'inconscient à la lumière, pour examiner nos émotions supprimées, pour remettre en question les histoires que nous nous sommes racontées et pour récupérer les parties perdues de qui nous sommes. Le travail de l'ombre nécessite une réflexion profonde. Cela nous oblige à nous asseoir avec des vérités inconfortables, à explorer les blessures que nous évitons. Et elle exige quelque chose de plus difficile, l'autocompassion. Parce que comme nous découvrons notre ombre, nous devons résister à l'envie de nous juger sévèrement. Demandez-vous quelles émotions est-ce que j'évite d'exprimer? Quelles craintes ou désirs ai-je supprimés? Où puis-je voir des modèles se répéter dans ma vie? Quels aspects de moi ai-je nié ou cache des autres? L'une des réalisations les plus profondes qui vient du travail de l'ombre est la suivante. Les qualités que nous supprimons ne sont pas intrinsèquement mauvaises. La colère, l'ambition, la sensualité, l'affirmation, ce ne sont pas négatifs. Voir les modèles se répéter dans ma vie. Quels aspects de moi ai-je nié ou cache des autres? L'une des réalisations les plus profondes qui vient du travail de l'ombre est la suivante. Les qualités que nous supprimons ne sont pas intrinsèquement mauvaises. La colère, l'ambition, la sensualité, l'affirmation, ce ne sont pas des traits négatifs. Ils ne deviennent nuisibles que lorsqu'ils sont réprimés et laissés à fonctionner inconsciemment. Mais lorsque nous les intégrons, lorsque nous les canalisons consciemment, ils deviennent des sources de force. Considérez le concept de l'ombre dorée. Tout comme nous supprimons les aspects de nous-mêmes que nous trouvons inacceptables, nous supprimons également notre grandeur, nos talents inexploités, nos passions les plus profondes, notre potentiel de véritable épanouissement. Beaucoup de gens ne craignent pas autant l'échec qu'ils craignent leur propre pouvoir. Ils craignent ce qui se passerait s'ils embrassaient pleinement leurs capacités, leur voix, leur but. Beaucoup d'entre nous vivent sous notre potentiel parce que nous avons absorbé des croyances limitantes. Nous avons intériorisé les voix qui nous ont dit que nous n'étions pas assez bons, pas assez intelligents, pas assez dignes. Au fil du temps, nous avons accepté ces récits comme la vérité. Mais que se passe-t-il s'ils n'étaient jamais vrais pour commencer? Et si la vie que vous vivez n'est qu'une fraction de ce dont vous êtes capable? C'est là que le plus grand changement se produit, lorsque nous cessons de voir l'ombre comme quelque chose à craindre et à commencer à la voir comme un guide. Lorsque nous reconnaissons que dans notre obscurité se trouve la clé de notre lumière. Mieux. Jung a dit un jour: le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Pour ce faire, nous devons cesser de courir de nous-mêmes. Nous devons nous tourner vers l'ombre et l'embrasser, non pas comme un ennemi, mais comme une partie oubliée de notre intégralité. Le moment où nous cessons de craindre l'inconnu en nous est le moment où nous débloquons les vérités les plus profondes sur nous-mêmes. Parce que ce que nous recherchons, ce que nous aspirons, n'est pas à l'extérieur de nous, c'est à l'intérieur, en attendant de se souvenir. Dans la partie suivante, nous découvrirons la révélation finale et la plus puissante. Celle qui a le potentiel de changer non seulement comment vous vous voyez, mais aussi comment vous naviguez dans le monde. Il y a un moment dans chaque voyage de découverte de soi lorsque nous réalisons que nous ne sommes plus la personne que nous croyions autrefois. Les vieilles histoires ne correspondent plus. Les vieilles peurs ne détiennent plus le même pouvoir. Les anciennes identités commencent à s'estomper, faisant la place à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus vrai. Mais cette transition n'est pas sans lutte, car avant que nous puissions pleinement entrer dans notre moi authentique, nous devons faire face au plus grand défi de tous abandonner qui nous pensions. Carl Jung croyait que le processus d'individuation, le chemin vers la véritable réalisation de soi, ne consiste pas simplement à apprendre qui nous sommes. Il s'agit également de désapprendre. Désapprenant les fausses identités que nous avons portées pour plaire aux autres. Désapprendre les réponses conditionnées qui ont façonné nos décisions.
désapprendre les croyances limitantes qui nous ont gardés petits, effrayés et déconnectés de notre propre potentiel. Et voici la vérité, la plupart des gens évitent la transformation. Cela nécessite une perte. Il faut perdre l'ancien moi, les illusions confortables, les attachements à qui nous étions. C'est pourquoi tant de personnes y résistent, car le changement, même si c'est nécessaire, ressemble à une sorte de mort. L'ego s'accroche au familier, même lorsque le familier est douloureux. Il craint ce qui se passe au-delà, murmure que l'entrée dans l'inconnu est dangereux, qu'il est plus sûr de rester dans les rôles que nous avons toujours joués, de rester dans les cycles que nous avons toujours connus. Mais que se passe-t-il si rester le même est le vrai danger? Et si le coût de la maintenance à l'ancien moi est la perte de la vie que vous deviez vivre? Jung a déclaré que le plus grand fardeau qu'un enfant doit supporter est la vie non vécue de ses parents. Mais cela ne s'applique pas seulement à nos parents, elle s'applique à chaque croyance héritée, toutes les attentes que nous avons inconsciemment portées, chaque identité obsolète qui ne nous sert plus. La question devient donc, êtes-vous prêt à libérer le passé pour entrer dans votre avenir? Beaucoup de gens confondent la découverte de soi pour un processus d'addition, comme si devenir un moyen de recueillir plus de connaissances, plus d'expériences, des réalisations plus externes. Mais la vraie transformation ne consiste pas à en ajouter plus. Il s'agit de supprimer ce qui n'est pas vous. Il s'agit de supprimer les fausses couches, le conditionnement, les masques. Il s'agit de vous rappeler qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui être. Et voici la réalisation la plus puissante de tous, le vide que vous craignez n'est pas le vide, c'est l'espace. L'espace pour que vous émergez. Pensez-y, pourquoi les gens craignent-ils que vous vous sentiez perdu? Parce qu'ils l'associent au manque, à l'incertitude, à l'absence d'identité. Mais que se passe-t-il si se sentir perdu n'est pas un signe que quelque chose ne va pas? Et si c'est la première étape vers quelque chose de plus grand? Considérez la chenille, elle ne fait pas simplement cultiver des ailes et devient un papillon pendant la nuit. Il doit se dissoudre en premier, il doit entrer dans un cocon où son ancienne forme se décompose complètement. Il devient méconnaissable avant qu'il ne se transforme. La transformation humaine fonctionne de la même manière. Le vide n'est pas la fin, c'est l'espace où la métamorphose se produit. Mais la plupart des gens s'en sortent. Ils essaient de combler le vide de distractions, de relations qui ne les servent pas, des carrières qui ne les accomplissent pas, une validation externe qui ne satisfait jamais vraiment. Ils essaient de conserver l'ancien, refusant de se rendre à la dissolution nécessaire qui précède la renaissance. Mais ceux qui sont assez courageux pour s'asseoir dans le vide, pour faire face à l'incertitude, pour se permettre de ne pas avoir toutes les réponses, ce sont ceux qui émergent. Donc, si vous vous sentez perdu, si vous avez l'impression que tout ce que vous croyez autrefois de vous est en s'effondrer, prenez cœur, vous n'êtes pas en panne, vous perdez. C'est ce que Jung voulait dire quand il a dit vos visions ne deviendront claires que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde en dehors des rêves, qui regarde à l'intérieur des réveils. Vous vous réveillez et l'éveil n'est pas confortable. Ce n'est pas facile. Il ne vient pas avec une carte ou un guide étape par étape. Mais il vient avec une promesse que de l'autre côté de cette transformation est quelque chose de plus réel que tout ce que vous avez jamais connu. Alors quoi maintenant? Comment allez-vous de l'avant lorsque vous ne reconnaissez plus qui vous étiez, mais que vous n'avez pas encore pleinement entré dans qui vous devenez? Tout d'abord, embrassez l'incertitude. Ne vous précipitez pas pour combler le vide. Laissez-vous explorer, laissez-vous vous questionner, laissez-vous vous asseoir avec l'inconnu sans crainte. Deuxièmement, suivez votre intuition lorsque le moment où vous ne reconnaissez plus qui vous étiez, mais ne vous êtes pas encore complètement entré dans qui vous devenez. Embrassez d'abord l'incertitude. Ne vous précipitez pas pour combler le vide. Laissez-vous explorer, laissez-vous vous questionner, laissez-vous vous asseoir avec l'inconnu sans crainte. Deuxièmement, suivez votre intuition. Lorsque les anciennes modes de vie ne résonnent plus, écoutez la voix calme en vous, celle qui sait ce dont vous avez besoin avant que votre esprit rationnel ne rattrape. Troisièmement, entourez-vous de vérité. Cherchez des livres, des mentors et des conversations qui vous mettent au défi de penser différemment, de vous voir plus clairement, d'embrasser votre potentiel. Et enfin, faites de la patience avec vous-même. Le voyage vers la réalisation de soi n'est pas un chemin droit. Il y aura des moments de clarté et des moments de doute, des moments de courage et des moments d'hésitation. Mais chaque étape, même les incertaines, vous mène dans un endroit important. Jung a écrit un jour, nous nous rencontrons à maintes reprises dans un millier de déguisements sur le chemin de la vie. Cela signifie que chaque défi, chaque lutte, chaque expérience, aussi difficile, vous rapproche de votre vrai moi. Donc, la prochaine fois que vous vous sentirez perdu, rappelez-vous que le chemin n'est pas en dehors de vous. Ça n'a jamais été. Il a toujours été à l'intérieur. Et quand vous arrêtez de chercher vous-même dans le monde qui vous entoure,
Lorsque vous vous tournez enfin vers l'intérieur et que vous écoutez, vous constaterez que vous n'avez jamais été vraiment perdu. Vous étiez simplement sur le chemin du retour. Merci d'avoir regardé.